Pendant que mes invités s'installent, je vais me présenter. Je m'appelle Franck Perrier. La raison qui m'amène ici aujourd'hui, c'est l'institut de formation qui s'appelle la Digital Academy, que j'ai fondé et que j'anime. Et j'anime aussi une agence sur les médias sociaux qui s'appelle Idaos, qui est spécialisée dans l'influence, en particulier dans le corporate. Alors, on vient de terminer, et je te remercie Christophe, sur ce sujet qui était passionnant. On a tous, si vous avez assisté aux conférences de ce matin, conclu que le digital était tout à fait central. Donc le but de cette table ronde ici, c'est de voir concrètement comment ce digital peut se mettre en œuvre à travers, d'une part, les leaders dans l'entreprise et évidemment les collaborateurs qui sont pour moi les deux maillons absolument essentiels, bien au-delà de la technologie. La technologie est là pour servir les intérêts des hommes. Donc c'est bien de ça dont il s'agit, les leaders, les collaborateurs et le rôle central des DRH. J'étais l'autre jour à la NDRH pour la remise du prix DRH numérique. J'ai entendu un des dirigeants d'une grande boîte de pub dire que finalement les DRH étaient très conservateurs. Je pense que ce n'est pas une question de conservatisme, je pense que c'est une question de pouvoir accompagner les équipes et donc non pas de mener des révolutions, mais de mener des évolutions. Donc je vous propose je vais demander à mes panélistes de se présenter et donc je te passe la parole, Céline, est-ce que tu as un micro? Et puis en répondant peut-être à une question, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses particulièrement au digital? C'est une histoire de passion, donc je pense que ce serait intéressant que vous répondiez toutes et tous à cette question. Bonjour à tous, donc je suis Céline Corona, je suis DRH au sein du groupe WPP de deux agences, en fait une agence de communication, une agence de relations publiques. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, ce qui fait mon intérêt pour la culture digitale, c'est, d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure précédemment en tout cas, c'est que je pense qu'en tant que DRH, nous avons certainement une place aujourd'hui importante à prendre justement dans l'évolution et d'accompagner la transformation de l'entreprise. Donc c'est ce qui fait en tout cas mon intérêt aujourd'hui dans l'industrie de la communication. Il faut quand même préciser que la culture est beaucoup plus orientée sur la culture créative et non pas, il n'y a pas une forte présence de la culture managériale. Donc je pense en tout cas que le digital aujourd'hui peut fortement nous aider à être plus présents et accompagner davantage les dirigeants dans cette transformation et évolution de l'entreprise. Voilà. Bonjour, je suis Emma Zoulet, je suis directrice de la communication d'une société qui s'appelle Bisnode, qui est expert du big data et ce qu'on appelle technologue de la vue unique du client final. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous accompagnons, je vois votre regard, vous faites quoi? Nous accompagnons les annonceurs de tous secteurs confondus, que ce soit la presse, le caritatif ou le monde marchand, tout univers, dans leurs relations de marketing interactif. Donc vous êtes tous soit consommateurs, soit donateurs, soit abonnés d'une marque. Et pour que ces marques s'adressent à vous avec pertinence et efficacité, ils se tournent vers des prestataires comme nous qui permettent de leur donner une vision de qui vous êtes, sans être intrusif. Merci Emma. Agnès? Oui, bonjour, je suis Agnès Duroni. Donc, j'ai monté une structure de conseil en ressources humaines qui s'appelle ADVA Consulting, spécialisée sur les problématiques de marque employeur, talent management et intelligence collective. J'anime également un blog qui s'appelle Marque employeur et nouveaux enjeux RH. Alors pourquoi je m'intéresse à ce sujet? Ça a déjà été évoqué ce matin parce qu'aujourd'hui je pense que c'est complètement incontournable. Tous les secteurs de l'économie vont être impactés par la transformation digitale, donc toutes les entreprises, que ce soit des entreprises publiques, privées, mais c'est vrai aussi dans le milieu médical avec toute l'imagerie, c'est vrai aussi avec le monde de l'éducation et l'explosion qu'on peut voir avec les MOOC. Et puis, si je parle plus de mon quotidien, quand j'accompagne les entreprises sur les sujets de marque employeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital, la transformation numérique fait complètement partie intégrante de la stratégie marque employeur. Donc, en particulier avec tous les enjeux de réputation des entreprises. Oui. Merci.
Alors, moi, je m'appelle Philippe Pachal. Moi, je suis un DRH. Voilà, il y en a un certain nombre qui sont intervenus. Et pourquoi je m'intéresse au digital? Parce qu'en fait, effectivement, on ne peut pas passer à côté du digital dans le business. Et je crois fermement qu'en fait, la plupart des industries, au sens large, des services vont être chamboulés par le digital, mais vraiment de façon très radicale. Alors peut-être pas immédiate, mais on verra des choses qu'on commence à imaginer, mais il est probable que ça va complètement changer nos business, complètement. C'est en partie vrai dans le dernier domaine dans lequel j'étais, puisque j'ai été DRH dernièrement, en fait, pour l'Europe chez Aviva, qui est un groupe d'assurance britannique. On voit que ce monde-là de la banque et de l'assurance commence seulement à rentrer dans l'ère du digital. C'est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de clients qui se tournent vers la banque en ligne ou l'assurance en ligne, mais ça commence à venir. En tout cas, c'est un vrai changement de modèle. Et donc, les DRH que nous sommes, le DRH que je suis, ne peut pas passer à côté de ce changement profond de système de business. Oui, et donc moi je suis Patrick Bensaba, je suis le président d'une société qui s'appelle Business et Décision, qui est une société de conseil et d'intégration de systèmes international de à peu près 2500 personnes dans 15 pays. Et j'interviens ici puisque nous avons mis en place une plateforme collaborative et sociale qui est aujourd'hui déployée sur environ 1800 collaborateurs dans plusieurs pays et qui est un grand succès et je venais témoigner à ce titre. Merci. Alors, on va démarrer par la tête, puisqu'on a vu déjà plusieurs fois ce matin, et ma conviction, c'est que sans leadership, pas de transformation. Alors, sans leadership, Philippe, je m'adresse à toi. Tu étais chez Aviva, mais tu as aussi un gros parcours là-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment les dirigeants, tes dirigeants passés, prennent en compte ces éléments-là? Comment est-ce qu'on peut vraiment presque les picouser au digital, voilà. Ça, si tu veux, l'épicouser digital, je ne sais pas. Je ne crois pas à la formule magique. Mais je suis persuadé, comme je l'ai dit, que le digital va changer les business. Et ça, les dirigeants commencent tous à en être conscients. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul dirigeant qui n'est pas conscient que son modèle de business va évoluer dans le futur. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut aller au-delà de ça. Et donc, il faut imaginer que la gouvernance des sociétés va évoluer avec le digital. Ça commence à venir. On le voit avec les startups. Ce matin, il y avait un jeune dirigeant de start-up qui expliquait son modèle d'entreprise et qui expliquait très bien vers où il allait. Et il est assez en avance de ce point de vue-là. Mais il est probable d'ailleurs que toutes les entreprises n'auront pas la même évolution vers une entreprise beaucoup plus ouverte, sans hiérarchie, comme Zappos, etc. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une tendance, la lourde, vers ce qu'on appelle l'entreprise libérée, CF Isaac Getz, pour ceux qui connaissent. Une entreprise sans hiérarchie, une entreprise en fait où les salariés sont engagés, motivés, entrepreneurs, intrapreneurs, etc. Donc ça va évoluer. Philippe, une entreprise sans hiérarchie, excuse-moi, c'est la pagaille, non? C'est la pagaille, c'est un mode d'organisation décrit par Jean-Christian Fauvet, le père de la sociodynamique, qui est le mode 3, qui est l'auto-organisation. Donc c'est pas la pagaille, c'est simplement une organisation en fait qui est souple, et qui est durable, mais en même temps qui est durable parce que chacun est motivé et donc va de lui-même en autonomie faire du mieux qu'il peut, et donc ça c'est porteur. Simplement, c'est des modes en fait de relations qui sont fluides et qui sont plus figés. Donc on est bien loin du système pyramidal. Autre chose qui est importante pour le DRH que je suis, on a parlé du temps de travail, on a parlé des contrats de travail, tout ça va évoluer de façon importante. Il est vraisemblable que le CDI ne va plus être la norme, je ne parle pas demain bien sûr, mais dans un futur à 10-15 ans, les relations vont être très différentes. Le jeune entrepreneur qu'on a ce matin disait en fait, dans l'évolution de sa boîte, il peut imaginer que chacun finalement qui aura développé une spécialité deviendra par lui-même un entrepreneur et aura une relation avec la société mère ou la société sœur, enfin différente. On voit qu'on est dans un monde qui est plus biologique que mécanique, où effectivement la relation du salarié à l'entreprise sera peut-être plus justement une relation de salarié. Ça interroge. Alors comment on va faire? C'est pas écrit, on ne sait pas, mais enfin on voit se développer des modes de relation de plus en plus sur le mode du contracteur en France, avec le statut de l'auto-entrepreneur, avec de l'appréciation de services, et on voit bien qu'on est dans des zones grises où effectivement, y compris la relation collective, vont être amenées à être repensées. C'est-à-dire que le bon vieux modèle du syndicat corporatiste, il dure, la preuve, il est encore là, il est bien présent, et en même temps, demain,
probablement les relations collectives seront différentes, de même que l'évaluation des salariés, etc. etc. Je veux dire oui, qu'il ne fallait pas opposer obligatoirement les deux, c'est-à-dire qu'une entreprise doit avoir bien entendu une hiérarchie qui est très claire, et que néanmoins, ce qu'on peut imaginer, c'est avoir des raccourcis. Et qu'aujourd'hui, la digitalisation de l'entreprise permet d'établir des moyens de mettre en place soit des courts-circuits, soit des raccourcis, selon qu'on voit ça positivement ou négativement, qui permettent de gagner du temps et d'optimiser les processus. Mais la hiérarchie, elle est en place. On ne parle pas de chaos, on parle de structuration et en même temps d'agilité grâce à des raccourcis qui sont faisables grâce à la digitalisation. Ok, donc une évolution. Alors, Emma, Oui, c'est toi. Non, c'est pas Céline, c'est Emma. Emma, tu es dans une entreprise qui s'est totalement réorganisée. On a travaillé un petit peu ensemble, donc je comprends le travail que vous avez fait qui m'a paru intéressant pour ici les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le point de départ, le point d'arrivée, du point de vue des collaborateurs, on y reviendra, mais du point de vue du leadership aussi, puisque beaucoup d'impact. Oui, bien sûr. Donc nous, Bisnode est une société qui existe sous différents noms depuis une vingtaine d'années et qui s'est historiquement construit sur la qualité de l'adresse postale. Donc on était vraiment dans le papier depuis très longtemps. On a racheté une entreprise... Donc, c'est une question, dans le papier, ça veut dire on recevait des emails, on reçoit des... des mailing, enveloppes avec des enveloppes dans la boîte aux lettres. Oui. Donc c'est quand même un métier très pur et dur papier. Très pur et dur papier, néanmoins très technologie dès le départ. En 2010, nous avons racheté une entité qui faisait des programmes relationnels sur le web, donc qui était purement digital, deux cultures qui se sont opposées, donc une intégration d'entreprise ratée à ce moment-là. Donc en 2013, nous avons une nouvelle présidence qui est arrivée, fin 2013, mise en place d'un nouveau comité de direction et la décision de prendre le virage digital pour toute l'entreprise. Donc bien évidemment, en termes de leadership, c'est une transformation qui est permise parce que le management le porte et les salariés, dans un premier temps, le supportent, mais y adhèrent assez rapidement. Et par exemple, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Est-ce que, par exemple, au niveau du comité de direction, nouvelle présidente, est-ce que ça, il y a eu beaucoup de changements? Est-ce que symboliquement aussi, je crois qu'il y a eu des changements? Oui, il y a eu effectivement beaucoup de changements. On peut parler d'incidence du virage digital. Moi, j'ai plus envie de parler de transformation, de réorganisation. Il y a 8 membres au comité de direction. Sur ces 8 membres, 6 sont des nouvelles personnes qui apportent une technologie et une gestion de projet qui est extrêmement importante pour ce qu'on appelle, nous, le virage digital. En termes d'équipe, il y a un turnover d'à peu près 30% qui renouvelle l'entreprise relativement sainement, je trouve, puisque ça permet à de nouvelles compétences de monter à bord. Et vous parliez tout à l'heure de mode agile de management, mais il y a aussi des modes agiles de développement qui permettent de prendre ce virage technologique assez naturellement en partageant. Alors, il y a une direction, il y a une hiérarchie, mais il y a des personnes en interne qui portent à bout de bras des projets en mode agile qu'on appelle les méthodes Scrum et qui correspondent à ce que vous avez présenté et en même temps qui répondent à ce besoin de cadre décisionnel et de management. D'accord, donc des changements pas que symboliques, justement, des vrais changements profonds au niveau de la direction de l'équipe, y compris alors aussi le déménagement. Et je le dis parce que ça joue quand même sur le moral, sur la façon dont les gens travaillent ensemble. Vous avez des locaux, tout est transparent, enfin, c'est assez étonnant. Oui, effectivement. Nous étions, donc Bisnode était installé à Montrouge, dans un immeuble particulier assez agréable avec un jardin. Et la décision a été prise de se rapprocher des environnements plus technopoles, et ici les Moulineaux, entre Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom et surtout Microsoft, dans des bureaux où tout le monde est sur le même plateau. Et il y a effectivement des parois, mais ce sont des parois vitrées qui illustrent la transparence de management, la transparence de communication et la transparence de l'action, de la relation. Bon, merci Emma. Patrick, tu parlais d'outils. Donc, est-ce que tu peux peut-être compléter ça? Quel type d'outils? Puisque
vous développez des plateformes Absolument. chez Business et Décisions? Aujourd'hui, nous, la problématique à laquelle on était confrontés en termes de digitalisation, c'était comment faire porter les valeurs de l'entreprise au travers d'un outil. Et les valeurs, on les a définies pratiquement à la création de l'entreprise. Et chez nous, il fallait qu'il y ait une plateforme technologique qui supporte ça. Et donc, on a créé un outil qui, finalement, nous permet, par exemple, de porter une valeur qui est chez nous importante, qui est l'entraide. On fait du conseil, les gens ont besoin de se parler, ils ont besoin de se parler rapidement et de se connaître et de prolonger la relation humaine avec un outil qui permette de faire ça. Ensuite, on avait le besoin de partager le savoir. Et donc, comment on partage le savoir par thématique, comment on partage le savoir par groupe de personnes. Et là, il fallait que ce soit le même outil qui permette de capitaliser, qui permette d'identifier les gens qui s'intéressent, qui ont une passion, de leur donner une opportunité de s'exprimer et un outil qui leur permette de progresser dans l'entreprise. Ensuite, on avait une valeur qui était très importante et qui était la communication. Est-ce que les gens s'intéressent à nous, nous en tant qu'entreprise? Quelle est la relation qu'on a avec nos collaborateurs? Est-ce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont envie de comprendre ce qu'on fait? Là, par exemple, je participe j'ai via notre plateforme le moyen de leur dire je suis en ce moment à un séminaire et je vais vous envoyer une photo et vous saurez que je suis là et voilà à quoi j'ai passé une partie de mon après-midi. Et donc, quelque part, on est parti des valeurs et on a porté un message très fort qui était la digitalisation, c'est la mesure de l'adhésion de l'équipe à nos valeurs. Et ceux qui adhèrent eh bien, vont jouer le jeu et les autres vont se mettre de facto à l'extérieur d'un train qui est parti et que personne n'arrêtera parce qu'il est porté par la direction générale. Et donc, à partir du moment où le message a été compris, on a aujourd'hui une plateforme qui est extrêmement vivace et sur laquelle il y a entre 70 et 100 messages par jour. Les gens posent une question, ils ont la première réponse au bout de 10 minutes. Donc, vraiment quelque chose qui est impressionnant et que moi, ça, c'est une plateforme interne ou c'est la plateforme que vous vendez à vos clients? C'est une plateforme qu'on commercialise. Et moi, j'ai changé. C'est un réseau social d'entreprise. Voilà, c'est une plateforme collaborative et sociale. Et moi, je dis maintenant que je mesure le pouls de mon entreprise en temps réel. C'est comme si j'avais le doigt sur le pouls de l'entreprise. Et je vois les gens qui se parlent, je vois la communication qui redescend, je vois les problèmes qui remontent, je vois les projets qu'on signe, je vois les propositions auxquelles elle répond. Je vois tout en temps réel, avec une transparence, comme vous faisiez référence tout à l'heure à la transparence, avec des raccourcis. Ce n'est pas des remontées d'informations et des redescentes d'informations déformées comme il y avait avant. On parle directement à la bonne personne, on identifie le talent dont on a besoin, on identifie l'information, et ça, cross-border. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un petit point ce matin de ce qui s'était passé. Il y avait 70 messages. Il y avait un Belge qui posait une question, un Tunisien qui lui répondait, un Suisse qui a rajouté un document. Et tout ça, c'est l'entreprise de demain avec les valeurs, les outils et l'efficacité en plus. Alors, Thierry Breton avait fait une annonce il y a quelques années, tu te rappelles, sur zéro email. Est-ce que ça contribue à diminuer les emails? Bien sûr. En fait, tout ce qui est contextualisé, c'est-à-dire que par rapport à cette plateforme, un mot important, c'est le contexte. Toute information doit être remise dans son jus, dans son contexte. Et tout ce qui n'est pas contextualisé reste dans les mails. Et donc, par défaut, par essence, devient un peu éphémère puisqu'il n'est pas contextualisé. Et dès qu'il se rattachera à un projet, à un process, à quelque chose qui est contextualisé, il revient dans Caillou. La plateforme s'appelle Caillou. Il revient dans Caillou et ça redevient la propriété de l'entreprise. Et donc, le mail redevient un outil beaucoup plus productivité personnelle. Et la plateforme devient la propriété de l'entreprise. Et tout ce qui est dans la plateforme, comme c'est en cloud, appartient à l'entreprise. Et là, on attaque un autre problème qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent des outils externes, ils utilisent des Dropbox, des clouds, etc. Et quand ils partent avec. Et pour des entreprises de savoir comme les nôtres, c'est une plaie qui est en train de se préparer, les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans 1 an ou 2, quand ils vont voir les turnovers et les gens qui vont partir avec la connaissance embarquée, la connaissance externalisée, ils vont se rendre compte qu'il y a un vrai souci. Et donc cette démarche visée aussi pour des entreprises comme les nôtres, pour lesquelles le savoir c'est capital, à double titre, d'accord, c'est notre capital, à dire, voilà, il faut qu'on ramène l'information et qu'elle soit pérennisée, qu'elle soit capitalisée. C'était très important. Ok, merci. Alors, on a vu un peu la façon dont on pouvait mener cette transformation, à la fois en termes de gouvernance, à la fois en termes de leadership, et puis les outils mis en place dans ton entreprise, mais aussi dans les entreprises, chez les entreprises de tes clients. Caillou, c'est le nom de la plateforme? Comme Rolling Stone, quoi. Caillou comme Rolling Stone, c'est ça? K-A-Y-O-O.
Oh, caillou, d'accord. Bon, il faut faire une chanson. Bon. Alors, j'ai appris un nouveau mot, je ne sais pas si vous connaissez le mot, c'est cairn, C-A-I-R-N. Un mot que je ne connaissais pas. Et ce sont des empilements de cailloux, de pierres qui construisent un édifice. Voilà, c'est breton, je crois. Il y a une base de données qui s'appelle... Okay. Agnès, garde le micro, tiens, puisque tu l'as en main. Alors, maintenant, au niveau des collaborateurs, parce qu'on a un capitaine de navire sans équipage, finalement, ne va nulle part. Et il faut embarquer ses collaborateurs sur ces projets. Comment est-ce qu'on peut les embarquer sans y passer, bien sûr, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets, mais peut-être quelques points saillants. Comment peut-on embarquer les collaborateurs sur cette transformation digitale voulue par les dirigeants d'entreprise? Alors déjà, les collaborateurs, ils ne sont pas tous égaux face à cette digitalisation. Il y a aujourd'hui des populations qui sont extrêmement différentes en termes d'âge, en termes de culture digitale, en termes de métier aussi, tout simplement. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont forcément plus au cœur de la digitalisation. C'est plus facile dans les entreprises IT, par exemple, d'avoir été sensibilisé à tout ça. Et donc, quand je dis différentes couches de population, je pense bien évidemment à la génération Y. Il faut savoir qu'en 2015, il y aura 40% des personnes qui travaillent qui seront issues de cette génération. Donc, des gens qui sont habitués, enfin, qui sont nés ou presque dans les tablettes et qui manient depuis tout petit les outils digitaux et qui, eux, sont très exigeants vis-à-vis de l'entreprise, qui vont être plutôt suréquipés à la maison et qui vont se sentir sous-équipés en entreprise. Donc, une des choses déjà qui est prioritaire, enfin, en tout cas pour les aider, c'est que les entreprises prennent bien conscience de cette faiblesse, parce que là, y compris les grands groupes, aujourd'hui, sont dans ces démarches-là, mais de donner des outils qui vont être performants et adéquats pour faire cette transformation numérique et rejoindre tout ce qui a été dit juste avant, justement dans des modes collaboratifs. Donc déjà, la première des choses, c'est d'équiper, de donner les bons outils. Et ensuite, aussi de former, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être tout de suite très agiles, d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas forcément des gens en fait, qui vont être réfractaires ou qui vont apporter des freins, mais ce sont des personnes qui, tout simplement, vont peut-être être moins à l'aise de par leur passé vis-à-vis de ces outils-là. Donc, il faut former. Il y a un très bel exemple d'une société qui est Orange en ce moment, qui a formé tous ses collaborateurs sur le digital en interne, avec un MOOC interne, et qui délivre un passeport digital à la fin de cette formation. Aujourd'hui, sur les 100 000 personnes, il y a 40 000 personnes qui ont eu ce passeport. Donc je trouve que c'est un bel exemple de formation, et surtout quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, parce qu'on a l'impression que le digital, c'est facile, mais il faut aussi que les dirigeants, et vous l'avez très bien fait, je crois, sensibilisent aussi aux enjeux du digital. On ne sait pas assez pourquoi on veut digitaliser. Il y a parfois des freins, parfois des angoisses aussi, de perte de responsabilité, de perte de travail, parce que le digital va peut-être remplacer certaines fonctions. Mais au contraire, il faut que les dirigeants puissent expliquer les vrais enjeux, les gains de productivité, aussi des enjeux de progression pour les collaborateurs. Et donc, avec tout ça... si on sensibilise, si on forme et si on donne des bons outils, effectivement, on va avoir des collaborateurs qui vont être plus agiles. On va pouvoir travailler avec des modes plus collaboratifs, exactement ce que vous avez cité, ce que mes voisins ont expliqué tout à l'heure. Et là, le collaborateur va pouvoir aussi avoir une prise de parole plus facile, plus fréquente. Il va pouvoir se mettre en avant sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux internes aussi d'entreprise. Et inéluctablement, ça va lui donner un certain pouvoir, une visibilité et le fameux leadership dont tu parles, Franck. Je pense que voilà, si dans un mode où tout se passerait bien, effectivement, les collaborateurs peuvent être très, très gagnants de la digitalisation et gagner en leadership naturel. OK, alors leadership traditionnel et leadership des collaborateurs. Alors, je me tourne vers Céline. Donc, extraordinaire histoire que celle de WPP, qui est quand même le groupe leader mondial en communication, c'est ça, leader mondial. Ouais. Et toi, tu es DRH de plusieurs entités en France. Donc, ce qui est intéressant, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que vous conseillez des marques,
des très grandes marques, sur l'influence, les relations publiques, les relations presse, et en même temps, tu dois mener cette transformation digitale, parce que dans tes équipes, il y a, comme disait Agnès, des jeunes, et puis il y a quand même des gens qui sont là depuis un moment et qui ne sont pas si digitaux que ça. Alors comment est-ce que tu t'y prends pour mener cette révolution digitale ? Alors en effet, c'était un véritable enjeu pour nous, puisque c'est vrai que nous conseillons nos clients, les marques sur leur stratégie de communication, et bien sûr pas seulement sur les médias traditionnels, mais aussi sur tous les nouveaux médias. Donc il a fallu opérer cette transformation de façon très radicale, et il est vrai que nous avons dû prendre ce virage de façon très rapide, et c'était un virage à 180 degrés évidemment. Donc c'est passé en fait par une prise de conscience en effet forte de la direction, et la première année en tout cas lorsque j'ai rejoint ces 3 agences de communication, en tout cas pour l'une, a été de dire il faut qu'on porte tout de suite et il faut qu'on soit très présent auprès de nos marques pour montrer qu'aujourd'hui le digital est une priorité. Donc il y a des entreprises qui ont fait le choix en effet soit de racheter des structures digitales afin de digitaliser leurs équipes. Publicis par exemple a fait ça. Voilà, tout à fait, ou d'autres, même WPP l'a fait sur d'autres. Mais en tout cas, nous, par rapport aux 3 agences que je gère en termes de RH, ce n'était pas le cas. Donc en tout cas, on avait des pistes pour acheter des sociétés, mais ce n'était pas encore fait. Donc il a été important de prendre ce virage très rapide. Et puis aussi de se dire à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que notre parti pris, c'est de dire on laisse les gens qui font du média traditionnel rester sur du média traditionnel et on intègre des fonctions des personnes très digitales, ou est-ce qu'on crée un socle commun de compétences, de connaissances sur le digital ? Notre parti pris a été de dire plutôt faisons cela parce que moi, en tout cas moi en tant que RH, je m'interrogeais, ou en tout cas j'interrogeais fortement ma direction sur le fait qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dans 5 ou 10 ans ? Je les retrouve sur le marché du travail, elles n'auront pas eu la formation, etc., nécessaire à l'accompagnement que je dois avoir, moi, en tant que RH, d'accompagner le développement des compétences de l'ensemble du personnel. Donc, nous avons en fait transformé, et en tout cas fait une formation assez lourde pour l'entreprise, et en effet, qui a duré une dizaine de jours pour l'ensemble des collaborateurs, qui n'a pas été sur les outils, qui a été essentiellement sur qu'est-ce qu'un esprit digital aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on doit apporter à nos clients. Donc voilà, ça a été en tout cas important, et ça a été, je dirais, le socle, et puis ce qui a permis à tous les collaborateurs de se sentir embarqués dans le bateau, parce qu'il y en avait certains, en tout cas certains étaient réticents, ou se posaient les questions, est-ce que j'ai le profil pour être digital ou pas ? Voilà un petit peu pour présenter cette... Merci. Patrick, en fait... J'imagine, quand on embarque les salariés comme ça, évidemment, il y en a pour qui il y a une forte attractivité du digital. Et puis, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans une réaction presque répulsive face à ces transformations ? Ce qui est paradoxal, c'est que au départ, les gens, surtout ceux qui sont dans nos métiers, là, le consulting, la techno, utilisent le digital au quotidien, et que dès qu'il s'agit de l'entreprise, il peut s'installer une certaine défiance. C'est-à-dire, on peut entendre, oui, mais par exemple, je suis censé me connecter sur une plateforme, mais je n'ai pas de téléphone d'entreprise. Mon téléphone, c'est le mien. Il peut avoir un abonnement illimité et tout ça. Non, il s'en fiche. Il dit, ce n'est pas le téléphone de l'entreprise, donc je ne vais pas l'utiliser. Et du coup, il y a des espèces de blocages comme ça, un peu irrationnels, sur l'utilisation d'un outil qui est proposé par l'entreprise. Et donc nous, la manière dont on a abordé le problème, et ça c'était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est par les valeurs. C'est-à-dire le digital, la digitalisation des relations dans l'entreprise, c'est le prolongement de l'humain. C'est de l'humain, ça ne remplace pas l'humain. C'est vous parlez, vous travaillez ensemble, et puis il y a des moments où, parce qu'il y a une distance, parce que vous n'êtes pas dans le même bureau, et il y a une continuité qu'on vous propose de faire, d'avoir, et on vous donne l'outil qui permet de faire ça. Et le deuxième axe sur lequel on a beaucoup communiqué, c'est les valeurs. C'est si aujourd'hui vous avez besoin, pour répondre à un client, vous avez besoin d'une réponse, d'une aide, d'une entraide, et que la personne qui a l'information ne vous la donne pas, moi j'ai appelé ça faute morale.
Et j'étais assez virulent là-dessus. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, vous avez un type qui se trouve à 10 mètres ou à 200 km et qui peut vous faire gagner 2 jours de travail, qui peut vous éviter une nuit blanche, qui peut vous éviter un problème avec votre client, et il ne le fait pas, ben écoutez, ce n'est pas la boîte dont je rêve. Ce n'est pas cette boîte-là que j'ai créée il y a 20 ans. Donc ça ne s'inscrit pas dans mes valeurs. Donc globalement, ce n'est pas que vous n'avez pas le choix, mais en tout cas, il y a au moins 2 ou 3 sujets sur lesquels vous n'avez pas le choix. Et ce sujet de l'entraide, c'était un peu ce qu'on appelle la killer app. C'est le truc, voilà, vous devez l'utiliser parce que si vous ne l'utilisez pas, ça veut dire que vous voyez votre copain qui va passer la nuit parce que vous ne lui avez pas envoyé le fichier qui lui permet d'économiser 8 heures de travail, ben écoutez, vous n'avez rien à faire chez moi, ben, dans ma boîte. Moi, j'entends à travers ce que tu dis et puis aussi à travers ce que Emma et Céline nous disent, beaucoup de volonté et de résolution au niveau de la direction. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait 30%, je crois, de personnel à peu près. Comment tu accompagnes ce changement à l'interne, puisque tu es directrice de la communication, aussi attachée auprès du président, de la présidente. Comment est-ce que tu accompagnes en com cette transformation qui a besoin d'être expliquée, qui a besoin d'être sans doute aussi rassurante? Oui, bien sûr. Alors, c'est beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il y a les outils de communication et le meilleur outil de communication, c'est déjà, dans un premier temps, chaque membre du COMEX. Donc, il y a des redescentes d'informations du comité de direction qui sont faites systématiquement à toutes les équipes. Il y a des explications. Fréquemment? Toutes les semaines. Un comité de direction tous les lundis soirs. Redescente d'informations tous les mardis à tous les salariés de l'entreprise. Donc, tu l'as dit aussi, on a des bureaux en transparence, donc tout se voit, mais c'est aussi, alors pour certains c'est un peu dur, mais pour d'autres ça veut dire que quand on est dans nos bureaux, on peut rentrer, il y a de l'échange, il y a de la visibilité, il n'y a pas de barrière à la communication. On a installé des écrans dans les 2 zones, puisqu'on a un plateau de 2000 m² avec des portes coupe-feu au milieu, donc il y a 2 côtés de bureau, donc il y a des écrans sur lesquels nous donnons dans l'information en continu, sur les prises de parole à l'extérieur, sur les campagnes de communication, sur les décisions qui sont prises, sur les logiciels que nous lançons. Et puis il y a une implication d'un très grand nombre des salariés, parce que je crois que tu nous connais, on est une direction générale qui est assez accessible dans la forme et sur le fond aussi. Donc l'ouverture d'esprit qu'on prône et qu'on demande aux employés, on l'a aussi nous au niveau de la direction générale. Merci. Alors Philippe, au niveau des DRH maintenant, quelques points d'action à mettre en place, parce que ça transforme le métier des DRH. Oui, Alors, je disais tout à l'heure que j'assistais à cette conférence où quelqu'un disait que les DRH étaient assez conservateurs. Ils sont quand même là aussi pour assurer la pérennité sociale de l'entreprise. Quels sont les axes de travail qu'ils peuvent retenir? Moi, je crois qu'on a beaucoup parlé là, en fait, dans cette conférence et puis dans toutes les autres. En fait, le DRH, pour moi, il a un rôle essentiel parce qu'il doit favoriser l'appropriation de la culture du numérique ou de la culture digitale. Je crois que c'est ça notre rôle principal. Et alors, à tous les niveaux, on l'a très bien dit, ça a été très bien dit par tout le monde. Hein. Donc, là-dessus, notre premier rôle, c'est un rôle de communication vis-à-vis de nos collègues du comité exécutif, mais vis-à-vis aussi des salariés. Et donc, c'est faire prendre conscience à tout le monde que comme je le disais, le business va évoluer, les modes de relation dans le business vont évoluer. Et ça, c'est à nous de l'accompagner, de l'anticiper et de faire passer systématiquement cette culture, cette appropriation de la culture du digital et du numérique. Et il ne faut pas se leurrer. Les entreprises sont en retard. On dit que les DRH sont en retard. La plupart des entreprises sont en retard. Des entreprises françaises. Bon, et à juste titre peut-être, enfin peu importe d'ailleurs. Ce n'est pas forcément un grave problème. Hein. Il y a un bouquin qui est sorti, que je vous invite à lire, qui s'appelle « Éloge du retard de l'entreprise », hein, qui a été écrit par Dominique Turc. Bon, c'est un ouvrage intéressant, parce qu'en fait, peu importe le niveau auquel on est, il est intéressant de s'y mettre dès maintenant. Et donc le rôle du DRH, c'est anticiper, communiquer, aider, avoir une vision prospective. Vous savez qu'on est soumis maintenant de plus en plus, avec les dernières lois, à une GPEC active. La GPEC, c'est un peu la tarte à la crème de la DRH, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais en fait, c'est très compliqué à faire. Ça n'a jamais réellement fonctionné. Enfin bon, ça dépend où. Hein. Bref. Et en l'occurrence,
en fait, on sera toujours en retard d'une guerre. Parce qu'en fait, la culture numérique et la transformation du business, elle sera toujours beaucoup plus rapide que ce que nous, on peut imaginer. Mais il faut absolument mettre dans la tête des salariés que le monde va changer. En même temps, ils le savent pertinemment. Donc, il ne faut pas se leurrer. Quand on dit, en fait, il ne faut pas faire peur, oui, c'est vrai, il ne faut pas faire peur. Mais enfin, les salariés, ils savent dans leur vie privée, ils savent dans leur vie personnelle, que les outils sont en train d'évoluer, que les applications sont en train d'évoluer, etc., etc. Ils le savent. Et donc, ils ne peuvent pas, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils jouent à Candy Crush pendant les pauses, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui, ou quasiment tout le monde. J'exagère un peu, mais enfin, la plupart. Et donc, la culture du digital, elle est partout. Elle est plus en retard dans l'entreprise, parce que l'entreprise, comme on l'a dit, il y a des questions de coûts, il y a des questions de marché, il y a des questions de culture, il y a des questions de culture managériale, de culture de leadership, qui font qu'on n'a pas envie de remettre en cause trop de choses à la fois. Notre rôle, c'est vraiment d'être un acteur du changement, d'accompagner les salariés là-dedans. C'est ça notre rôle principal, et la priorité aujourd'hui des DRH, elle est là. En même temps, elle est d'accompagner ce qui se passe, c'est-à-dire les nouveaux modes en fait, de relation du travail. On le voit bien avec les espaces de coworking, avec le travail en fait, qui peut se faire en dehors de l'entreprise, avec les nouveaux modes de relation à l'entreprise. On peut être contre, on peut être pour, on peut l'accompagner sur le plan des relations sociales en signant des accords sur le temps de travail hors de l'entreprise, etc., etc. En tout cas, il faut rester très flexible, très agile, sans évidemment jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut garder les invariants de l'entreprise, la culture de l'entreprise, ce qui fait le cœur de l'entreprise, son identité. Et en même temps, notre rôle à nous est d'être, comme le disait Dave Ulrich, qui est un peu le pape des ressources humaines, il disait le rôle des DRH aujourd'hui, il est à 3 niveaux. La gestion des talents, on les attend là-dessus, fournir à l'entreprise les gens dont on a besoin, pour aujourd'hui et surtout pour demain. Deuxièmement, la culture, c'est-à-dire être un trait d'union en fait, entre l'entreprise et le monde extérieur. Et là, on est en plein dans cette culture du numérique, culture du digital. Notre rôle, c'est bien d'assurer au sein du comité exécutif ce rôle de transition, de pont entre la culture de l'extérieur et la culture de l'intérieur. On n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a des directeurs de la communication, il y en a d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, on ne doit pas oublier ce rôle-là. Et enfin, troisième rôle important, c'est le leadership, puisqu'effectivement, tout ça, ça va s'accompagner d'un changement très fort au niveau du leadership. On le voit bien. On ne va pas se refaire tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin ici sur le rôle du leader qui va changer, qui va être un leader accompagnant, un leader coach, un leader servant. Enfin, je vous renvoie à toutes vos propres convictions sur ce que doit être un bon leader. Moi, j'ai écrit un petit article qui s'appelle « Le leadership authentique ». Vous le trouverez si vous le cherchez. Donc, il y a des transformations parce que le mode de production de la valeur va changer. Il va être beaucoup plus partagé, beaucoup plus transparent. Le mode de l'organisation d'entreprise va devenir beaucoup plus flexible. Et donc, le leader, ça va être un leader qui va être un leader de relation, un leader relationnel, de plus en plus. Voilà. Très bien. Céline, toi, ton métier change dans cette agence super communicante, avec plein de communicants, en dehors de la formation. Qu'est-ce que tu fais et est-ce que ton métier change ? Alors oui, en effet, le métier change. Alors dans toutes les entreprises, il n'y a pas forcément un DRH aussi impliqué dans la stratégie de l'entreprise. Donc en effet, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le digital peut être un véritable moyen pour nous aujourd'hui DRH de participer à l'évolution, à prendre part à la stratégie de l'entreprise et donc de passer d'une fonction qui était support à vraiment une fonction stratégique et opérationnelle au même titre que les autres grandes fonctions de l'entreprise. Il est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a déjà dit en effet, les collaborateurs, on passe d'une logique collaborative, collective avec les collaborateurs. Ça, c'est vraiment primordial en effet. Ça entraîne des évolutions dans la fonction de travailler, l'espace-temps, l'espace-travail, tout ça est en train d'exploser, d'être chamboulé. Donc c'est vrai qu'on est en pleine innovation et c'est une formidable opportunité pour nous d'accompagner ce développement. Donc c'est vrai que le digital est une véritable chance aujourd'hui pour nous DRH, je trouve. Ok, alors on va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour l'une ou l'autre des intervenants ? Alors, moi, je vais démarrer. Alors, j'ai une question quand même que je voudrais aborder. Est-ce qu'il y a un ROI dans cette transformation, Patrick ? Nous, le ROI, il est quotidien. C'est-à-dire, globalement, je vois des échanges qui font gagner du temps, qui font gagner des clients,
Parce que nous, on fait du conseil, donc on fait des propositions commerciales, et je vois des documents qui s'échangent, qui vont nous permettre de gagner. Je vois des relations qui se créent tous les jours, des gens qui ne se connaissaient pas et qui, du coup, vont se mettre à se parler. Et ce qui est très intéressant dans les plateformes collaboratives et sociales, c'est que ce n'est pas un prolongement de l'écrit, c'est un prolongement de l'oral. Donc on a appris aux gens à se parler. On leur a dit, on ne commence pas un post, ça s'appelle un post, par bonjour et on ne finit pas par cordialement. On se parle. On s'est parlé dans un couloir et on va continuer de se parler, c'est de l'oral. Et donc voilà, il y a des codes qui sont liés à ça, que maintenant la génération Y connaît, parce qu'ils manipulent ces codes et qui peuvent créer une complicité. C'est-à-dire que dans un mail ou dans un courrier, on ne va pas se faire un smiley, on ne va pas se faire un clin d'œil à la fin de la phrase, on ne va pas faire d'humour. Dans ce type de relation, oui, ça le permet. Et donc du coup, on voit des relations humaines qui se renforcent, qui se créent ou qui se renforcent. On voit des documents qui s'échangent, on voit de la communication qui arrive aux personnes, parce que dans notre plateforme, il y a un moyen de savoir si les gens ont lu, il y a une traçabilité de l'information, et donc on sait ce qui se passe, et on peut se rendre compte, comme je disais tout à l'heure, c'est le pouls, on voit si ça bat ou si ça bat doucement, ou si ça bat vite. Et donc le ROI, effectivement, tous les jours, je le mesure, et c'est assez enthousiasmant. Ok. Je me retourne à nouveau sur la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Oui. Je vois pas très bien. Oui, alors en fait, la plateforme permet de créer, de paramétrer les communautés. Donc il y a des communautés qui peuvent être complètement ouvertes, tout le monde s'inscrit comme ça. Il y en a d'autres qui sont semi-fermées, les gens doivent valider, il y a une personne qui valide, parce que c'est des communautés professionnelles, par exemple des spécialistes d'un sujet, et donc voilà, ils veulent se retrouver entre eux. La notion de entre-soi est très importante, parce que quand on est entre soi, on dit des choses différentes de quand on est exposé. Parce qu'il y a des communautés sur LinkedIn aujourd'hui, mais on n'est pas entre soi. Et là, le entre-soi est très important sur ces types de communautés. Les communautés ouvertes, c'est les gens de business et décision, mais c'est ouvert. Et puis, évidemment, l'administrateur, sur ces communautés-là, peut modérer soit a priori, soit a posteriori. Il n'y a aucune communauté chez nous qui soit modérée a priori. Et pour l'instant, dans le a posteriori, je pense qu'on n'a eu aucun incident. Parce que les gens sont nommés, ils sont là, on voit leur figure, il y a leur photo. C'est comme je disais, c'est une continuation de la relation humaine. Donc quelqu'un qui dit, il assume ce qu'il va dire. Donc il y a une autorégulation qui est peut-être plus forte que... Voilà, il y a une autorégulation et on n'a jamais eu l'occasion pour l'instant d'avoir une demande sur une communauté qui serait modérée a priori, c'est-à-dire, c'est une option, que quand les gens écrivent, ça doit passer d'abord par une validation avant d'être visible par les autres. Ça n'est pas arrivé pour l'instant. Donc on est vraiment dans une appropriation qui est une transparence qui fonctionne aujourd'hui. Oui. Pour moi, c'est clair, ça me montre deux choses. D'abord, ça montre la curiosité des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vrais passionnés? Et là, j'ai vu éclore des passions. Par exemple, on a chez nous une communauté Big Data. Et c'est la communauté la plus active. C'est-à-dire, sur 1500, en France, il y a 1500 personnes. Je dois avoir 250 personnes qui se sont inscrites sur Big Data. Et donc, je vois aussi l'appétence de mes consultants vers un sujet d'innovation qui, pour moi, est à la fois une manière de les fidéliser et en même temps de détecter ceux qui ont envie d'aller sur ces projets d'innovation et de se positionner et d'apprendre et de progresser. Et donc, pour moi, c'est important. Et puis, il y a d'autres comportements. Il y a les personnes qui ont envie de se montrer, les futurs leaders. Vous voyez, ceux qui n'ont pas peur de faire un truc et puis de le dire et de le faire savoir. Alors, c'est un côté pile et face, toujours pareil. On peut dire, ils font du bruit, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Tu veux dire les futurs qualifs, quoi. Voilà. Ouais. Mais il en faut quelques-uns des comme ça. Je ne veux pas une boîte où il y aurait 1500 comme ça, mais en avoir 3-4 qui sont des communicants, des surcommunicants, c'est toujours bon de les identifier. Et ainsi de suite. Donc, il y a plein de micro-comportements qu'on voit éclore et qui n'étaient pas visibles avant, en tout cas de là où moi je me trouvais, et qui maintenant le sont. Intéressant. D'autres questions? Oui. Il y a une vraie notion d'accompagnement du changement, on en a parlé tout à l'heure. Donc on l'a fait progressivement.
on a commencé par la communauté d'entraide. On n'est pas allé par les communautés un peu invasives, comme la communication de la DRH ou la communication générale. On est allé, comme je vous l'ai dit, sur la valeur. Si tu n'aides pas ton prochain, qu'est-ce que tu fais là? Après, ça c'est le premier. Le deuxième point, ça a été, et si tu n'as rien à dire, ben, pose-toi des questions. C'est-à-dire, si tu réagis jamais à rien, tu peux... Et petit à petit, on a créé des communautés qui répondaient à ces questionnements. Et puis, on a fini par les communautés de communication, c'est-à-dire, tu appartiens au site de Nantes, ben, tu recevras les infos sur tout ce qui se passe à Nantes. Et puis, bien entendu, on a des communautés avec des photos, des vidéos, que de l'humain, où là, c'est du fun. Chaque fois qu'il y a un événement, maintenant, il y a des personnes qui prennent des photos, qui font des petits montages vidéo, et on communique là-dessus. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs natures, mais on y est allé progressivement. On a déployé au début 200 personnes, après 400 sur la partie commerciale, donc entraide, et puis toute l'entreprise, enfin toute la France, 1500, et après on a commencé à déployer des pays. L'Espagne, la Tunisie, et ainsi de suite. C'est un peu la zone personnelle, ce que Christophe appelait tout à l'heure, entre le professionnel et le privé, la zone personnelle. Ils mettent des photos. Oui. Je sais pas, ils font par exemple un marathon le week-end, ils mettent c'est ça? Non, c'est que professionnel. Que professionnel. Que professionnel, par contre, le fun du professionnel. C'est-à-dire que nous, on participe à des séminaires, on organise des trucs internes, des événements, tout ça. Enfin, le mot d'ordre que j'ai fait passer au marketing, c'est, je vous le dis, c'est à chaque fois que je dépense 1 euro à l'extérieur, je veux que les gens de la boîte en profitent un peu. Que quand j'envoie là, par exemple, j'ai envoyé 2 personnes à San Francisco participer à un événement Oracle, je veux des photos. Je veux que tout le monde puisse voir des photos, puisse savoir qu'il y a des gens de BD qui sont aujourd'hui à San Francisco, et pour des raisons professionnelles, mais qu'ils en bénéficient un peu, que ça les fasse rêver, et que ça les associe, que ça crée un lien avec la boîte, parce que ça nous coûte beaucoup de sous d'envoyer des gens à San Francisco, et donc tout le monde doit avoir un petit bout de ça, quoi. Intéressant. D'autres questions? Oui, je vois. Oui. L'heure, c'est l'heure. Alors, on va quand même prendre la question de là-haut, et Agnès, en 1 minute, tu nous feras une synthèse, s'il te plaît. En leur montrant des choses. On a beaucoup parlé de Learning Expedition, hein, et ça a été dit ce matin, et je pense que c'est encore des choses qui se pratiquent. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des gens qui partagent des cultures d'entreprise. Donc on sait qu'il y a des entreprises numériques, ou en tout cas dont c'est le métier, ou qui ont grandi grâce à ça. Ça fait partie de la culture, hein, du numérique. C'est les applications qu'on fait à partir de la techno. Une autre façon, c'est d'aller sur la technologie elle-même. Puis bon, moi c'est ma réponse, hein, mais il n'y a pas une seule culture du numérique, parce que de toute façon, il y a autant de cultures que de groupes en fait vivants constitués, mais il y a des cultures et tout ça fait une big culture. Hein, voilà, ça serait ma réponse, mais il y a sans doute d'autres éléments. Je pense que c'est une question d'être et non pas tant de savoir. Hein, et je crois qu'il y a eu des exemples autour de la table un peu de cette idée-là. Agnès, en 1 minute, une synthèse, pas plus. C'est difficile. Je crois qu'il y a eu des très beaux exemples déjà de virage numérique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu là sur tous ces exemples d'entreprises. Vous êtes un bel exemple pour la France parce que c'est vrai, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il y a un retard en France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suède. Et donc en très peu de temps, puisque j'ai compris que le temps m'était compté, je voulais partager avec vous une étude là, que j'ai lue récemment de McKinsey qui explique en fait les 4 raisons principales de cette situation de retard. Alors la première, c'est des difficultés organisationnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore trop en mode silo et qui freine justement tous les modèles collaboratifs, transversaux que vous avez évoqués. La deuxième raison, c'est un déficit de talent numérique. Donc ça peut surprendre, mais aujourd'hui, on ne recrute pas assez dans le numérique et on manque de talent. La troisième raison, c'est des marges financières plus serrées que dans d'autres pays. Donc là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose en parlant de budget. Vous le savez tous, on a le digital... Aujourd'hui, il y a des budgets sûrement trop restreints pour pouvoir avoir de belles réussites comme on l'a entendu aujourd'hui. Et la quatrième raison, c'est un manque d'implication visible des dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants français ne s'impliquent pas assez sur le sujet et donc n'arrivent pas non plus à sensibiliser assez leurs propres équipes.
Bon, merci beaucoup. Merci à nos panélistes et merci à vous.